Temps d'avance. Temps d'avance. Temps d'avance. Temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. On se retrouve pour le deuxième épisode de la série dédiée à l'univers de la restructuration d'entreprise. Et on va s'intéresser cette fois-ci à la gestion de la rupture technologique dans l'entreprise. Allez, c'est parti pour ce deuxième épisode de Temps d'avance. Toujours avec Daniel Cohen qui nous accompagne tout au long de cette série. Bonjour Daniel. Bonjour Ilan. Président de Zalis, plus de 25 ans d'expertise auprès des entreprises en difficulté et le conseil en stratégie. Dans cet épisode, nous avons voulu nous consacrer à la rupture technologique dans l'entreprise. Plusieurs exemples nous viennent, Kodak, Blockbuster, BlackBerry, des noms d'entreprises qui ne vous sont pas inconnus et qui n'ont pas su s'adapter aux ruptures technologiques. Première question, Daniel Cohen, comment les entreprises peuvent-elles identifier les signes avant-coureurs d'une rupture technologique et anticiper leur impact sur la stratégie de l'entreprise? Alors, le point le plus important à comprendre dans ce schéma, c'est que la plupart des entreprises qui ont été confrontées à une rupture technologique savaient que cette rupture technologique était en cours. La seule chose qu'elles n'ont pas su anticiper, c'est la bonne adéquation des produits qu'elles développaient par rapport au moment où la bascule technologique s'est faite. Donc vous avez mentionné Kodak, et souvent les acteurs qui parlent de Kodak en parlent en faisant une certaine confusion, en disant que Kodak a loupé le virage entre l'argentique et le numérique. On parle d'un syndrome Kodak. Oui, c'est un syndrome Kodak, exactement. Donc Kodak, en fait, n'a pas loupé ce virage. Ils étaient même à l'origine, et ils ont fait partie des groupes de travail qui étaient à la pointe du numérique. L'erreur que Kodak a commise, c'était de ne pas identifier le moment où le marché était en attente et pouvait vivre la bascule technologique. Donc, c'est-à-dire le moment où le marché allait pouvoir récupérer la photographie numérique. Donc, Kodak pensait que ça allait prendre beaucoup d'années avant que l'appareil photo soit à quelques centaines de dollars. Là où des acteurs sud-coréens, japonais, nombreux, ont pensé que la bascule se ferait beaucoup plus rapidement, et c'est ce qui s'est passé. Et à partir de là, Kodak n'a pas su rattraper son retard. C'est ça qui est intéressant. Quelle différence il y a entre ces deux dirigeants? Un dirigeant de Kodak qui est un acteur clé dans la photographie argentique, et ces acteurs coréens, notamment qui ont compris ou qui ont eu des indications leur permettant de savoir que la bascule allait se faire beaucoup plus rapidement. Est-ce que c'est une question, par exemple, je ne sais pas, de réglementation, qui sont des signes avant-coureurs? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettent de sentir cela, ou alors pour un acteur comme Kodak, qui était un leader ou un des leaders sur son marché, est-ce qu'il y a aussi, comme dans la gestion de crise, un moment de latence ou de déni? Alors, il y a surtout un mouvement de latence et de déni. En fait, il y a deux phénomènes qui vont être en concurrence dans la prise de décision, qui sont finalement assez classiques. Bon, le premier qui échappe complètement à tout le monde, c'est, j'avais l'habitude de le dire à mes équipes qui développaient des jeux vidéo, parce que je l'ai fait dans une partie de ma vie, c'est que le blockbuster dans le secteur du jeu vidéo, c'est l'attente d'un public à un moment donné avec un jeu qu'on est en train de développer. Si vous arrivez trop tôt, bah, vous n'êtes pas attendu et tout le monde passe à côté de votre jeu. Si vous arrivez trop tard, ben vous faites un jeu qui ressemble à un autre. Et puis si vous arrivez dans la fenêtre où le marché est en attente et est ouvert, ben là vous faites un blockbuster. Ça, c'est très très difficile. Il y a quelques grands talents dans le monde, comme Steve Jobs, qui ont été capables de repérer ces fenêtres et de le répéter suffisamment régulièrement, parce que bon, il ne s'agit pas pour un dirigeant de le voir une seule fois dans sa vie, il faut le voir plusieurs fois. Donc ces acteurs sont peu nombreux, et eux
ont cette faculté à comprendre à quel moment le marché est en attente d'une bascule technologique. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, qui est beaucoup plus psychologique, lui, c'est quand vous posez la question par rapport aux Japonais et aux Sud-Coréens, c'est qu'eux n'avaient rien à perdre. Kodak avait tout à perdre. Ça faisait un siècle qu'ils étaient sur l'argentique. Donc ils sortaient de quelque chose qu'ils connaissaient parfaitement pour rentrer dans un autre univers. Donc la prise de risque n'était pas mesurée de la même façon. Et donc l'appréhension et la mesure de ce risque n'a pas été traitée au même niveau entre les deux acteurs. Et ça explique fondamentalement la différence de comportement entre les deux. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour gérer les transitions technologiques tout en minimisant, j'allais dire, les perturbations opérationnelles? Alors, la meilleure bonne pratique, c'est très difficile à mettre en œuvre, c'est une culture d'entreprise. Donc des sociétés comme 3M ont montré l'exemple en permettant à tous leurs salariés de promouvoir des idées, de développer des idées, de financer certaines de leurs idées. Et donc c'est culturel. Vraiment, ce qu'il faut que vous touchiez du doigt, c'est essentiellement culturel. Donc plus vous avez une entreprise qui culturellement fonctionne avec l'acceptation des ruptures, et plus vous vous adaptez à votre marché. Donc l'exemple phare à prendre en considération, c'est 3M. Est-ce qu'on peut évaluer l'impact des ruptures technologiques sur les business models existants? C'est une bonne question. L'exemple majeur, et puis souvent le cas d'école, c'est Netflix, qui passe d'un modèle de loueur de cassettes avec un concurrent qui de mémoire s'appelait Ouais, Blockbuster, c'est Blockbuster, tout à fait. et qui décide à un moment donné d'abandonner ce modèle-là en se disant on arrive au bout du modèle et on va aller sur un modèle de téléchargement dont on ignore tout. Euh, et quand je dis on ignore tout de la rentabilité financière de l'opération à ce moment-là. Aujourd'hui, avec le streaming, on est capable de mesurer la rentabilité d'une plateforme de streaming, mais à l'époque, c'était un plongeon dans l'inconnu. Donc plusieurs s'y sont risqués, hein, mais Netflix est celui qui a gagné, tout simplement parce que la stratégie financière était au service de la stratégie d'entreprise. Et donc souvent, on a un conflit entre la stratégie financière et la stratégie d'entreprise. On pourra en reparler dans un des prochains podcasts pour comprendre comment une stratégie financière est véritablement au service d'une stratégie d'entreprise. Très bien, rendez-vous pris. Est-ce que vous pouvez partager quelques études de cas illustrant comment des entreprises ont réussi ou échoué à gérer des ruptures technologiques? On va pas donner de nom, mais est-ce que vous avez quelques exemples dans votre carrière qui montrent euh, quand certaines ont réussi et d'autres ont échoué? Bah, l'exemple, si vous voulez, qui se répète en France depuis un peu plus d'une dizaine d'années et qui poursuit encore aujourd'hui, c'est tout simplement la vente en ligne, hein. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'acteurs. Dernièrement, on en a rencontré il y a quelques mois dans le secteur de l'habillement qui n'ont pas fait cette bascule numérique suffisamment vite, dans le secteur de la formation également, dans le secteur de la vente de produits destinés au secteur touristique également. Et donc cette bascule de la vente en ligne est un sujet encore d'actualité et qui existe depuis une décennie qu'on rencontre dans tous les secteurs. Voilà, donc ça, vous pouvez le mesurer au niveau de chacune de vos entreprises au quotidien. Et le simple fait de ne pas tester, de ne pas comprendre que c'est une bascule obligatoire, fait perdre beaucoup de temps. Merci Daniel Cohen.
Alors, vous avez été nombreux à nous demander d'aborder la place du dirigeant d'entreprise dans la gestion de crise. Notre prochain épisode sera consacré à cette question. À très bientôt. Merci.